Bienvenue, nous sommes ravis d'accueillir, donc d'entamer cette deuxième table ronde du symposium autour du dessin comme outil éducatif et justement comment il est pratiqué, enseigné dans plusieurs pays différents. Donc on a la Suisse qui est représentée, on a l'Angleterre, nous avons la France. Donc je suis absolument ravie d'accueillir Guy Boyer comme modérateur de ce talk, et puis Julie Henkel-Julliard qui nous vient de la HED de Genève, Frédéric Lutz qui est enseignante aux Beaux-Arts de Paris mais aussi artiste plasticienne, Anouk Mercier qui nous vient de UI de Bristol mais qui est aussi une artiste plasticienne, et puis finalement Alexandra Faux qui représente l'École des Arts Décoratifs de Paris. Alors je passe la parole à Guy Boyer. Je vous remercie tous d'être là et surtout vous. C'est un honneur de compter sur vous et je vous laisse la parole. Merci et bienvenue à... Juste un truc, j'ai juste oublié. Donc, on parlera pendant 45 minutes et vous aurez la parole. Donc, vous pourrez poser des questions à la fin. Je pense qu'on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et voilà, c'est tout. Merci, mais j'ai de toute façon un petit timer qui est là, qui sera très bien. Donc bonjour, j'espère que vous avez pu visiter d'abord le salon et que bien évidemment ce que vous avez vu, ce sont des productions d'artistes, mais qui dit artiste dit aussi formation, dit création et dit enseignement, et c'est un petit peu le sujet de cette discussion à 4, voire 5 si j'interviens un petit peu, mais surtout 4 professeurs émérites qui vont pouvoir nous expliquer des situations différentes, puisque comme on le disait il y a quelques instants, on a des facettes et des pays différents, donc des enseignements différents. Des artistes, mais aussi des professeurs, donc qui ne sont pas artistes eux-mêmes, et on va pouvoir essayer d'expliquer, de cerner les conditions de travail dans ces différentes écoles. Alors, on va commencer peut-être par parler des contextes éducatifs, puisqu'en fait, ils sont tous très différents. Ensuite, on abordera la question de la place du dessin dans la recherche artistique. On va essayer aussi de se poser des questions dans les 4 cas de figure qui nous intéressent, des moyens dont ils disposent, de l'originalité de l'enseignement pratiqué dans ces écoles. Et enfin, l'idée, c'est d'ouvrir et de ne pas être que local, parler du caractère international de ces écoles, de la diffusion des artistes, aussi bien que des œuvres produites, de la circulation des idées. Et puis enfin, effectivement, on vous laissera la parole pour que vous complétiez ce débat, cette approche donc, de ce dessin et outil d'apprentissage. Nous avons quelques images, nous les passerons au fur et à mesure en fonction des besoins de chacune des intervenantes. Et on va commencer d'abord par la Suisse. Là, j'ai l'impression d'être un peu à une compétition européenne dont je tairai le nom. Donc, pour la Suisse, One Point, on va commencer et pour parler donc avec Julie de cette haute école d'art et de design de Genève pour qu'elle nous raconte un petit peu ce contexte éducatif. Oui, merci Guy. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, ce contexte éducatif, il est tout à fait singulier à Genève. Peut-être que tu pourrais mettre la deuxième slide, encore la prochaine. Voilà. On va commencer par le commencement. Donc, vous avez ici une image d'archive de 1891 qui présente un cours de dessin de la classe des Beaux-Arts et qui vous montre un petit peu aussi comment les choses ont évolué depuis. Peut-être vous dire que cet enseignement à Genève, il date de 1748, donc il est très très ancien, mais qu'il a été très imprégné par la réflexion sur le dessin comme outil pédagogique au XXe siècle. Alors je passe les détails des siècles précédents, mais l'école d'art de Genève, elle est intrinsèquement liée aux réflexions de Piaget, par exemple, mais aussi de la pédagogie Freinet, de Montessori, de toutes ces pédagogies alternatives qui vont se saisir de l'outil du dessin comme d'un outil pédagogique
pas seulement pour faire du dessin, mais pour apprendre toutes sortes de matières. Et donc ça, c'est très important dans le contexte genevois. Et peut-être ce qu'on peut simplement ajouter, c'est qu'il y a eu un directeur après les années 68. Il y a eu une crise en 68, comme dans toutes les écoles d'art européennes. Et après ça, un directeur, Michel Rappeau, a été nommé. Et ce directeur a eu comme enseignant Piaget, donc il était très très imprégné par ces questions-là, et il était enseignant des classes de dessin de l'école primaire d'abord, et donc il va arriver dans cette école avec la conviction que le dessin est un moyen d'expression de soi et n'est pas juste comment dire, un apprentissage ou une compétence technique pour apprendre un métier. Donc ça, c'est resté, et on est aujourd'hui les héritiers de cette histoire-là. Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut donner un peu l'ampleur de cette école? Combien il y a d'étudiants? D'où viennent-ils, etc. Oui, bien sûr. Alors, la Haute École d'Art et de Design de Genève, c'est une très grosse école. On a 800 étudiants et étudiantes. On a un département d'art visuel qui est très, très important. Enfin, je dis très important, je regarde mes collègues parisiens, londoniens. Pour la Suisse, on va dire, et pour la Suisse romande, c'est important. Le département d'art visuel comprend environ 300 étudiants et étudiantes, et l'apprentissage du dessin est une option de bachelor à part entière. Et puis l'enseignement du dessin se retrouve aussi dans un autre cursus bachelor en illustration, avec l'apprentissage des outils de la bande dessinée, de l'illustration jeunesse, de l'animation. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on ne va pas retrouver obligatoirement dans les autres écoles qu'on va voir. On passe peut-être à la Suisse, puisqu'on fait un tour rapide, pour que tu nous expliques effectivement ce qu'il en est et quelle est la situation, d'où vient cette école, pardon, de l'Angleterre, excuse-moi, je mélange tout, de l'Angleterre, et quelle est cette origine, enfin quel est le début de cette école de Bristol finalement. Alors, le dessin à Bristol, donc c'était une université qui existe depuis un moment, mais en fait, j'ai été au début, j'ai créé avec des collègues le département de dessin qui n'existait pas, donc il a 10 ans. En fait, je pense le contexte, il faut comprendre, donc en revenant aux années 60, justement, le gouvernement anglais, à ce moment-là, a passé commande d'un rapport qui s'appelle le rapport de Coldstream, qui... en fait, à ce moment-là, a regardé l'enseignement de l'art en Angleterre et en fait, a préconisé un enseignement beaucoup plus conceptuel, beaucoup moins didactique. Et à ce moment-là, il y a eu une rupture dans l'enseignement en Angleterre qui fait que, par exemple, l'enseignement du dessin de manière technique, en fait, a complètement arrêté, on peut dire, à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça commence à changer, mais il y a quand même beaucoup encore d'universités en Angleterre ou d'écoles d'art où il n'y avait pas d'enseignement du dessin en tant que tel. Donc c'est dans ce contexte-là, qui évolue, mais qui est quand même toujours assez présent, que j'ai commencé à enseigner le dessin à l'université de UWI, et petit à petit, vraiment par demande des étudiants. Donc la demande venait des étudiants qui venaient de plus en plus aux cours de dessin, qui demandaient des cours additionnels et qui ont fait la demande auprès de leurs course leaders, donc de leurs voilà, les responsables, voilà, que le département de dessin a été créé. Donc c'est les étudiants, c'était un désir d'apprendre vraiment comment dessiner et de se poser plus de questions autour du dessin dans tous les différents contextes, hein, d'études de mode, graphisme, illustration, animation, architecture. Et grâce à leur demande, finalement, le département de dessin de UWI a été créé. Et on a été créé pour... accompagner donc les étudiants de différentes maîtrises et licences dans leurs besoins différents aussi. Donc on adapte notre enseignement selon les besoins des disciplines représentées. Voilà.
Alors, on va passer à la France, peut-être l'une des deux. Mais de toute façon, ça correspond un petit peu à la même demande, hein. Les étudiants en France aussi ont fait le même désir de retour au dessin dans les années 80-90. On a vu quand même un abandon, peut-être, enfin, ou une demande généralisée de cours magistraux et de cours même de modèles, hein. J'ai enlevé volontairement la photo de l'école suisse où on était devant un modèle vivant, mais il y a eu ce grand retour, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous également, pour l'école des arts décoratifs, donc, qui était fondée en 1766 et qui est à l'époque une école gratuite de dessin. Il était question justement de remettre le dessin à l'honneur, puisque ces dernières années, c'était devenu une discipline qui était un peu moins regardée, notamment pour le concours d'entrée, de façon à pouvoir élargir l'accès de nos étudiants à l'école des arts décoratifs. Et donc, ce dont j'ai la charge aujourd'hui, c'est la chaire de dessin, Nouveaux imaginaires du dessin, qui s'adresse surtout aux premières années, donc, et qui les accueille avec un workshop, un voyage d'études. Donc ça les ravit forcément et ça permet de mettre un petit peu tout le monde à niveau, puisqu'on a des étudiants qui ont parfois fait des prépas ou parfois viennent directement du bac. Leur demande est assez précise ou c'est assez flou finalement sur le dessin en général et une formation un peu universitaire ou un peu globale? Non, c'est assez large pour le moment. Enfin, ce dont j'ai pu avoir accès. Non, mais je veux dire, c'est pas les arts appliqués ou le dessin traditionnel ou au contraire les nouvelles pistes à aller explorer. Nous, en tout cas, on leur propose les fondamentaux du dessin dans un premier temps. Et puis après, c'est sûr que, comme l'école comprend 10 secteurs, eh bien, le dessin est censé s'appliquer à ces différents secteurs. Oui. Alors, sans revenir à l'histoire de l'école des Beaux-Arts, parce que... non, Frédéric, on ne va pas te demander ça. Tout le monde se reportera sur Wikipédia ou sur autre chose oui, très bien. Pour retrouver toute l'histoire de l'école des Beaux-Arts depuis le 19e siècle, du concours, des loges et de l'importance du dessin à l'école des Beaux-Arts. Mais juste peut-être nous parler un peu du contexte. Comment ça se passe encore aujourd'hui? Est-ce que ce sont encore des ateliers très séparés où le professeur est le professeur maître qui va un peu imposer sa vision des choses, ou bien au contraire c'est une vision très large, pluridisciplinaire qui fait cours à l'école des Beaux-Arts? Alors effectivement, c'est toujours encore une école assez singulière par rapport à ce qui se pratique dans le reste de la France. Il y a ces ateliers, donc avec ces chefs d'atelier qui ont leur médium de prédilection, mais il y a une fluidité entre les pratiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait de la vidéo, mais enfin, le dessin peut être tout à fait... je pense à Bérada, je pense à Nathalie Tallet, qui a des dessins là aussi sur la foire. Enfin, les artistes ont des pratiques multiples et dans les ateliers étant dirigés par des artistes, la multiplicité des médiums est tout à fait prise en compte. Donc aujourd'hui, aux Beaux-Arts, il y a... Le dessin est un enseignement fondamental. Donc, il y a 4 professeurs de dessin, 2 de morphologie et 2 avec des inscriptions plus larges. Donc, Daniel Schlier est très en lien avec la peinture. Donc, il est amené à travailler avec ses professeurs d'atelier qui seraient plus en lien avec l'image, avec la peinture. Moi, je suis plus peut-être du côté de l'écriture. Donc, Hélène Delprat a quitté l'école l'année dernière, mais j'étais un peu plus de cette famille-là, où la narration, où l'étrangeté de l'hybridation des écritures était valorisée ou développée. Donc c'est un enseignement fondamental, il fait partie du concours d'entrée, donc c'est très important déjà pour entrer dans l'école. Ce sont des enseignements obligatoires pendant 2 ans, donc on n'y coupe pas malgré le peu d'horaire, malgré tout qui est attribué, 3 heures par semaine, ce qui n'est pas très très lourd. Mais ce qui permet quand même de tisser une complicité avec les étudiants et entre les ateliers. Voilà. Et quand tu dis on n'y coupe pas, est-ce qu'il y aurait un désir d'y couper justement?
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des étudiants qui disent bon, finalement, l'enseignement du dessin, c'est derrière nous, c'est du passé, désormais, allons-y, intelligence artificielle et des hautes technologies? Comment dire, moi, quand j'étais étudiante à Mulhouse et à Paris dans les années 90, puisque nous, on avait des cours de perspective, et Daniel Schleer le dit souvent à ses étudiants, il y a eu des périodes où il y avait 20 heures de dessin par semaine. Là, 3 heures, finalement, c'est assez maigre, mais malgré tout, ça permet d'expérimenter. Et donc, si certains veulent y couper, moi, je leur cours après. Et moi, ça me permet, en tant qu'artiste et en tant que professeur, de faire évoluer mon accompagnement, parce que la définition du dessin, enfin on le voit aussi sur la foire, elle se réécrit continuellement, et c'est dans cette vitalité et dans cette élasticité des contours que le dessin prend son sens. On pouvait peut-être déplorer, ou je le déplorais il y a quelques années, d'isoler le dessin, mais là on voit qu'en fait le dessin a réussi à montrer que il n'est plus seulement le dessin d'un sculpteur ou le dessin d'un peintre, mais qu'une approche de sculpture ou de volume, ça permettait de réenvisager le dessin. Très intéressant, parce que hier, je me faisais justement la remarque en me baladant dans les allées qu'il y avait des supports finalement très différents. Il y a bien sûr énormément de feuilles, de papier, mais on voit bien que le support est en train de changer allègrement et qu'on peut passer, parce que quelqu'un m'a dit, mais je me demande ce que fait la céramique ici, ou bien pourquoi il y a du dessin sur une pierre à un moment donné. Ben oui, mais ce sont tout ça. Et la conquête du mur, on voit bien certaines propositions qui sont là, où le dessin lui-même dépasse le cadre du papier et de la feuille pour envahir la cimence. Donc c'est effectivement toutes ces nouvelles tendances qu'à mon avis les étudiants ont envie d'aborder avec vous, les professeurs. Oui, c'est très intéressant d'expérimenter des outils, que ce soit par exemple la machine à coudre chez Catherine Bock, que ce soit... oui, il y a les supports, mais il y a les outils aussi. Et la manière de bricoler tout ça pour que le rapport au mur, le rapport à la lecture se renouvelle. Revenons peut-être côté suisse, peut-être pour parler de l'origine de ces étudiants. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent du dessin? Et pourquoi viennent-ils faire du dessin précisément chez vous? Puisque c'est un contexte assez différent finalement de l'école des Beaux-Arts à Paris. Oui, c'est un contexte différent, mais je ne suis pas certaine que les étudiants et étudiantes connaissent le contexte quand ils arrivent. Ils déposent des dossiers, ils imaginent, ils se projettent dans une vie et un cursus dans une école dans laquelle ils reconnaissent un certain nombre de, je sais pas, de valeurs, peut-être d'enseignements qui sont importants, mais je ne suis pas certaine qu'ils en sachent davantage. Peut-être tu peux mettre la première diapositive. Je pense que ce qui est important, c'est ce que tu as dit, Frédéric, de la fluidité des médiums. J'ai toujours pensé que cette définition du dessin, elle nous incombait, elle nous préoccupait plus qu'à eux. Eux, finalement, font de l'art. Et il se trouve que parfois, ils se saisissent des outils du dessin et ça entre dans cette catégorie-là. Peut-être ce que je peux dire pour la aide, qui est aussi important dans le contexte, c'est que nous avons des ateliers assez importants qui sont imposés d'écriture créative dans le cursus bachelor. Et ces ateliers ne sont pas si éloignés de la pratique du dessin. L'écriture créative, pour nous, c'est une texture, c'est un texte, mais c'est une texture, c'est une manière de travailler les mots, de les triturer, on pourrait dire, pour en faire une matière comme le dessin peut en être. Et ici, je vous ai amené
la proposition d'une artiste qui est autrice et enseignante à la Haute École d'Art et de Design, qui s'appelle Fabienne Radi, et qui avait réalisé cette pièce pour une exposition que j'ai réalisée il y a 2 ans. Je voulais dessiner et j'ai écrit, je voulais écrire et j'ai dessiné, je voulais dessiner et j'ai tricoté. Voilà, c'est une pièce qui, à mon sens, illustre assez bien ce qui se passe dans un enseignement à la aide, à savoir que nous avons une forme de continuité des règnes, si on peut dire, entre le dessin, l'écriture et, au sens propre, le tricot. On a eu, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais chez nous, on a eu des groupes d'étudiants et étudiantes qui tricotaient pendant les cours. Et il faut quand même peut-être le dire ici, on a connu des problèmes d'attention liés aussi voilà, aux écrans, aux smartphones, etc. Et le tricot était une manière de se fixer sur une chose tout en écoutant l'enseignant qui donnait son cours. Et aujourd'hui, encore l'autre jour, je voyais une étudiante qui faisait du crochet. Enfin voilà, et ça paraît comme ça un peu, voilà, absurde, mais c'est une manière de mettre en marche ce geste du faire et de focaliser son attention. Et voilà, je trouvais que cette pièce illustrait bien finalement ce qui se passe dans cette école. Peut-être Alexandra, tu peux nous parler justement de ces pratiques différentes que peuvent avoir les étudiants lorsqu'ils arrivent chez vous? C'est sûr qu'ils ont un niveau qui peut être très, très variable. Donc, je disais par rapport à leurs origines aussi. Et donc, parfois, le dessin est très présent. Et donc, ils ont l'habitude de l'investir à tous les endroits. Et c'est un petit peu ce qu'on cherche, nous, dès la première année, à pouvoir faire que ça devienne une sorte de passage obligé dans l'élaboration d'un projet. Voilà, donc c'est vraiment très variable par rapport aux étudiants. Alors, si on veut avancer un tout petit peu dans notre conversation, je vous ai promis qu'on allait aborder la place du dessin dans la recherche artistique. Peut-être qu'on peut donner les 2 exemples anglais et suisse, en l'occurrence pour le dessin de commande chez vous, ou bien sur l'indépendance de votre département par rapport à l'ensemble de l'université. Qui veut dégainer la première? Donc sur le micro. Sur cette place de ce dessin, finalement, puisque vous êtes indépendant. C'est ça qui est intéressant dans votre secteur. Oui, donc on est complètement indépendant. En fait, je ne sais pas si ça vaut le coup de montrer les slides pour expliquer justement la recherche. C'est pas indispensable, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, vis-à-vis de la recherche, cette slide. Donc, j'ai inclus des dessins d'étudiants pour accompagner mes slides. Mais en fait, la photo que vous voyez là, en fait, c'est la naissance de notre département de dessin, donc qui a commencé en fait suite donc à la demande des étudiants. Tout le staff s'est rencontré ensemble et on a passé une journée à juste parler du dessin, du rôle qu'on voulait qu'il ait donc à notre université, qu'il avait aussi pour nous en tant qu'artistes, ceux qui sont artistes. Et donc de cette journée est né le département de dessin, mais aussi on a reçu le besoin d'avoir un espace pour pouvoir continuer ces discussions à propos du dessin hors de nos heures d'enseignement. Et donc, nous avons créé un groupe de recherche. Donc, ça paraît dire un groupe de recherche au début, même nous, on n'était pas très clairs sur ce que ça voulait dire, mais en fait, pour nous, c'était juste un espace où on pouvait parler, discuter entre nous. Et voilà, ce groupe a maintenant 6 ans et on fait beaucoup de projets juste pour explorer ce que le dessin, la place du dessin
au cœur de notre université, mais maintenant aussi, nous avons fait des projets pour explorer le rôle du dessin dans d'autres universités anglaises, et maintenant, on ouvre à l'international aussi, donc on travaille sur un projet de livre, en fait, qui va regrouper des projets de recherche où le dessin est soit au centre de la recherche ou un outil de recherche. Voilà, donc c'est un projet de 3 ans qu'on s'apprête à commencer. Voilà, Drawing as Research. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tous les étudiants de l'université peuvent venir. Voilà, donc là, à peu près la moitié de nos cours, c'est des cours ouverts où on peut retrouver des étudiants de mode et même des fois, nous avons même des étudiants, par exemple, des infirmiers comme médecine qui viennent, par exemple. En fait, nous, c'est ce qu'on trouve, le dessin, c'est en fait quelque chose qui est très démocratique et qui unit les élèves. Donc, ils viennent avec tous des attentes très différentes. Il y en a surtout dans nos élèves qui viennent de l'étranger, qui font des heures et des heures de dessin, donc qui arrivent avec un niveau très élevé et qui sont avec des élèves qui, eux, n'ont jamais, par exemple, fait du dessin, de modèles vivants, de perspectives, etc. Mais tout le monde se retrouve ensemble et il y a un vrai espace d'échange qui, en fait, bénéficie à tout le monde parce que selon la maîtrise que les élèves dont ils viennent, en fait, les élèves dessinent différemment et donc apprennent, par exemple, un exemple, les élèves d'animation, souvent leurs dessins sont très techniquement très, très réussis, mais ils ont moins l'habitude de se lâcher, comme on pourrait dire, et ils se retrouveront en cours à côté d'un étudiant d'art plastique qui, eux, n'ont aucun problème à se lâcher, mais qui pourraient bénéficier de quelques conseils techniques. Et en fait, nous, voilà, c'est ce que notre université s'élève vraiment, c'est ce brassage qui est possible autour du dessin, parce qu'en fait, tout le monde a dessiné, tout le monde peut dessiner assez facilement, et donc voilà, ça unit les élèves et les étudiants. Donc là, c'est notre équipe de groupe de recherche, et donc voilà, on enseigne dans différents milieux. Voilà, ça, je ne sais pas si c'est parce que Guy, tu nous avais demandé à propos des bourses. Voilà, donc c'est ça. Voilà. On parle peut-être de l'exemple suisse parce que vous avez quand même une chose assez intéressante qui sont ces dessins de commande, des dessins de concours pour la presse, pour les hôpitaux, etc. Donc des choses très spécifiques en Suisse. Hein. Et HED, je le répète une fois encore, hein, c'est l'acronyme de la Haute École d'Art et de Design. Hein, pardon. Parce que tu dis HED depuis le début. Oui, c'est vrai. Pas si non, mais évident. tu as raison, absolument. Mais peut-être que c'est aussi une spécificité suisse. En Suisse, nous avons des hautes écoles qui sont des hautes écoles spécialisées. Et la HED, donc cette haute école d'art et de design, en fait partie. Et ce sont des écoles qui ont une vocation professionnalisante. Donc, on nous demande d'exercer ou de préparer nos étudiants et étudiantes au mandat et à des contextes professionnels précis. Et donc, quand ces personnes sortent de l'école, en général, elles doivent être prêtes à entrer sur le marché du travail. Ce qui fait que nous avons effectivement des partenariats ou des liens très étroits avec des institutions, comme par exemple, oui, je crois que je t'avais donné l'exemple d'un hôpital, de l'hôpital universitaire de Genève, qui avait un nouveau bâtiment et qui a fait appel à nous pour un concours, pour un dessin mural à l'entrée du bâtiment. Et tout ça, ça paraît simple comme ça, mais c'est toute une affaire, parce qu'il faut comprendre qui on soigne dans cet endroit, ce que les gens font dans cet espace d'accueil, est-ce qu'ils attendent, combien de temps ils passent là, enfin voilà. Et du coup, comment ça se passe? C'est un appel à projet comme il y en a tant d'autres un peu partout, ou bien c'est les profs qui se chargent de tout ça et vont aider les étudiants? Alors, c'est encore un petit peu différent, mais c'est ce qu'on appelle, nous, un concours fermé. On se met d'accord en général avec le partenaire, mais on va sélectionner un certain nombre de personnes qu'on juge compatibles avec cette demande et qui vont préparer un projet
Et ensuite, il y a un jury qui réunit des chefs de service des hôpitaux, la personne qui est en charge des affaires culturelles de l'hôpital, des professeurs de chez nous. En général, moi, je suis présente. Et la discussion se fait comme ça. Et une fois qu'on a choisi le projet, ensuite, il y a la réalisation. Et ça, c'est peut-être là où nos étudiantes sont le moins aguerris. C'est-à-dire que, voilà, il y a le revêtement du mur, il y a, je ne sais pas, le matériau, le projet, il est super, mais comment est-ce qu'on va le rendre viable ? Et là, nous faisons un travail d'accompagnement sérieux, bien sûr. Est-ce qu'il y a des exemples précis peut-être à donner aussi pour vous en France ? Non ? En tout cas, pour l'École des Arts Déco, on réalise beaucoup de partenariats de ce type avec les différents secteurs, que ce soit justement les secteurs design d'objets ou tous les secteurs design textile et matière, par exemple, qui introduit énormément le dessin aussi. Et on a beaucoup de réalisations, notamment de dessins en jacquard depuis peu. Voilà, et c'est vrai que nous aussi on avait un projet justement mais qui n'a pas encore abouti puisque en fait la chaire elle s'est mise en place il y a peu de temps avec un hôpital et effectivement il y a toute cette phase d'enquête qui est aussi très, très impliquante et qui va au-delà du dessin mais qui aussi nous intéresse puisque les étudiants eux aussi sont très préparés à intégrer ce milieu professionnel. Puisqu'on parle enseignement, il faut malheureusement parler gros sous. Il faut absolument aborder cet aspect-là, surtout quand on sait la nouvelle qui est tombée ce matin, qu'en France, certaines écoles des beaux-arts risquent d'être fermées. C'est annoncé par la ministre de la Culture ce matin. Ça fait quand même un peu peur, même si ce sont des bruits et des rumeurs qu'on entendait depuis longtemps. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de moyens financiers et techniques, bien évidemment, mais moyens d'abord financiers dans les 4 cas qui nous intéressent ? Frédéric, tu veux dire un mot pour l'État français ? N'importe quel micro, le vert marchera. Avez-vous assez de moyens pour travailler ? Commençons directement. Paris est quand même très très chanceux d'être déjà dans un espace culturel aussi riche et aussi donc partenariat. On va dessiner au Louvre, on va dessiner dans plein d'espaces. On était la semaine dernière à la bibliothèque Mazarine. Enfin, on a vu des trucs incroyables. Donc il y a déjà cette richesse là qui coûte rien en quelque sorte. Ensuite, les Beaux-Arts de Paris sont quand même un bâtiment historique avec, comme tu le disais, Wikipédia vous le témoignera plus précisément, avec des bâtiments et des espaces à entretenir, à restaurer. Donc il y a besoin de pas mal de budget, mais il y a aussi tous les mécènes qui viennent... Alors nous aussi, on avait une chaîne, et je vois Barbara Soyer qui s'en est occupée pendant 3 ans. Je ne me rappelle plus du mécène, mais le bâtiment même des Beaux-Arts attire la convoitise d'entreprises qui ont beaucoup d'argent. La compagnie de Falsbourg, si mes souvenirs sont bons, avait restauré le bâtiment, et puis vous aviez eu une aide d'une compagnie de mode très importante, genre Gucci, je ne sais plus quelle était la marque. Vous vous rappelez pas? Non, il y avait eu les étudiants s'étaient un petit peu braqués contre l'utilisation des bâtiments pour ces défilés qui étaient la compensation de ce mécénat. Mais bon, voilà. Mais donc, il y a besoin aussi de mécénat quand même pour arriver à faire tourner une grande maison comme celle-ci. Oui, bien sûr, oui. Le mécénat est essentiel et en même temps, il a une vraie fonction aussi de. Il y a les amis du cabinet des amateurs de dessin qui donc depuis 2005 s'occupent du cabinet Jean Bonnat et qui achètent régulièrement des dessins et qui font des... J'ai amené le catalogue, il est formidable. Les Beaux-Arts de Paris ont quand même la chance aussi d'avoir cette maison d'édition qui donne à voir ce qui s'y passe et d'avoir comme ça un constat éditorial assez riche. Donc ils fêtent leurs 10 ans, là, les amis du cabinet de dessin. Je ne sais plus où j'en étais. Si vous aviez des besoins particuliers, mais en fait, j'ai envie de rebondir sur la phrase que tu disais. Ce qu'il y a de bien, c'est que le dessin
le dessin, c'est pas cher. Oui, c'est une des manières, enfin c'est un des arguments qui a fait que j'ai pu justement donc vendre l'idée d'un département de dessin à notre université. C'est que comparé à beaucoup d'autres départements et comparé à d'autres enseignements techniques, par exemple métallurgie, le dessin, voilà, papier, crayon, selon les budgets, on peut voilà, expérimenter avec plus d'outils, mais en fait, je pense qu'on est un des seuls départements qui, pratiquement chaque année, on est sous le budget. On finit l'année avec un petit peu. Voilà. Donc c'est vrai que... Et ça se retrouve aussi comme point de vente vers les étudiants, c'est-à-dire que on peut leur enseigner quelque chose qu'ils vont, eux, avec souvent leur petit budget, pouvoir recréer chez eux plus tard ou dans leurs ateliers. Et donc, c'est vraiment voilà, le fait que le dessin, en fait, encore, c'est une autre manière dont le dessin est démocratique, c'est-à-dire que les revenus, les backgrounds financiers des étudiants individuels qui sont très, très différents et variés n'ont pas tant d'importance, en fait, dans la pratique du dessin. Peut-être que je peux juste... alors, effectivement, il y a le côté bon marché relatif du papier et du crayon, mais il y a la possibilité d'expérimenter le collectif. Parce qu'une école, c'est quand même l'endroit où, en fait, on rencontre des gens, on essaye de découvrir ce qu'on a un peu dans le ventre et ce que le voisin a dans le sien. Mais le dessin permet, et en fait, je m'aperçois que j'explore essentiellement ça lors de mes cours. Donc il y a des exercices, mais c'est surtout l'apprentissage du collectif. C'est-à-dire que, peut-être que ça se verra dans mes images plus tard, il y a cette possibilité de tous se mettre sur la même feuille et de commencer une histoire commune, ce qui, avec d'autres médiums, est beaucoup plus compliqué. Et comme tu le dis, les moyens sont précaires ou simples. Oui, et on a beaucoup vu ça aussi pendant, donc, je suis désolée de le mentionner, mais pendant Covid, où les cours ont continué. Et en fait, moi, je donnais des cours de dessin en ligne à des étudiants dans plein de différents contextes, et tous pouvaient continuer à pratiquer le dessin. Parce que chez eux, il y avait toujours un outil de dessin et une surface sur laquelle dessiner, même si c'était le mur de leur chambre, en fait. Donc, il y a une universalité du dessin qui a... Frédéric, si tu veux commenter les images... Vas-y, c'est l'heure. 4 revues de dessins muets produites aux Beaux-Arts de Marseille. Ouais, alors ça, comme j'ai commencé à enseigner à Marseille, j'ai choisi cette image-là parce que Marseille n'a donc pas de maison d'édition telle que là à Paris. Et je m'étais aperçue qu'en fait, j'en ai apporté un. L'édition pouvait être ce vecteur qui rassemble les dessins à la fois des profs, des étudiants de première à la 5e année, des étudiants étrangers, et pouvait rassembler tout ça de façon très sobre et très efficace aussi dans sa diversité. Tout ce qui pouvait se faire dans une école. Donc c'était à chaque fois des revues annuelles qui rassemblaient comme ça tout le monde. Sur un même pied d'égalité parce que c'était le même format, le même outil. Et là, c'est un peu les exercices qu'on fait, donc dans les espaces évidemment qui sont assez chouettes. On voit la salle Melpomène tout en haut et la cour d'honneur en dessous. Et puis la dernière image là-bas sur la droite, on voit quelques étudiants sur une même image. Donc on s'était saisi, ça c'est la mort du Sardanapale, mais on a beaucoup travaillé sur le radeau de la Méduse, donc quand même c'est formidable. On traversait la Seine pour le voir en vrai, on revenait dans la salle de dessin pour se coltiner l'engin, et les étudiants, visuellement c'était une vraie mise en abîme, parce que moi je voyais les étudiants sur leurs feuilles comme les mecs sur le radeau à la dérive attendant le bateau qui allait les sauver, et c'était à la fois chorégraphique mais extrêmement sonore, et c'était parce que quand on gratte comme ça à plusieurs sur une feuille, il y avait quelque chose de très envoûtant, de très presque comme un train. Et ouais,
Voilà, là on voit aussi plusieurs étudiants sur. Alors on a pas mal, nous on copie pas mal de trucs, mais de façon très. Tu veux dire copier d'après les maîtres ou d'après des choses existantes? C'est comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on a une recette, on regarde ce qu'on a dans le frigo et on fait avec ce qu'on a. Donc il y a une sorte de, pour pas être ébloui ni par la feuille ni par ce qu'on croit de son incompétence. Comme tu le disais, tout le monde sait dessiner. Il faut juste pouvoir se l'autoriser à émettre cette trace. Et il y a des choses des aventures assez formidables qui peuvent naître dans le collectif. Mais ça, c'est plutôt valable pour les premières années, non? Puisque au fur et à mesure, moi, on se sent décomplexé, non? Encore une fois, 3 heures par semaine, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est vraiment, moi, même avec des étudiants de 5e année qui viennent travailler avec moi, il y a cette possibilité d'expérimenter, de se dire, voilà, pendant 3 heures, je suis quelqu'un d'autre, au service peut-être de ce qui manque pour créer un dessin, et ça leur permet de... parce que ce qui est compliqué dans une carrière artistique, c'est de ne pas répéter ce qu'on sait faire. Donc il faut toujours s'aménager au moins 3 heures par semaine pour découvrir quelque chose qu'on n'ose pas affronter comme ça frontalement, mais qui peut, en s'y habituant, devenir une piste nouvelle pour développer le travail. Quels sont les différents types de cours? Non, garde-le encore un tout petit peu, juste pour que je comprenne bien. Quels sont les différents types de cours que tu es amené à pratiquer pendant l'année? Donc, tu disais de la copie d'après les maîtres ou inspiré du radeau de la Méduse quand vous allez au Louvre? Non, c'est même pas inspiré. Enfin, ouais, mais alors ça, on a vu il y a pas très longtemps aussi. Et je vous le conseille parce que ça fait toujours du bien. La planète sauvage de Roland Topor. Mais on a bifurqué tout de suite sur Bosch parce qu'il y a cette idée d'hybride et de jubilation et de plaisir et de... Non, c'est comment enthousiasmer, comment se dire. Et on est beaucoup allé au musée de Cluny parce que c'est un musée qui est à la fois un vrai... d'une vraie richesse de matériaux, que ce soit les vitraux, l'ivoire, enfin, il y a tellement de choses incroyables, mais ça n'effraie pas. C'est-à-dire que les têtes sont toutes un peu de traviole et on peut... Voilà, je ne sais pas si ça... Alors là, Là, Marienthal, en pleine nature, cette fois-ci, donc vous sortez de l'école. Ouais. Alors, oui, l'idée, c'est de créer un collectif autour du dessin, quelle que soit la capacité des uns des autres et l'implication par rapport au dessin. Moi, j'aime beaucoup les étudiants qui ne dessinent pas ou qui ont une approche très... un des étudiants là qui a su vraiment guider le groupe, alors on était, je sais plus, je crois qu'on était 8. C'était un poète, c'était incroyable. C'était lui qui faisait le lien entre ceux qui traçaient ou qui essayaient de dessiner avec des branches de bois, qui essayaient, donc cet étudiant poète qui s'appelle Michael Berdugo et qui fait pas mal de choses là, de plus en plus. Il était chez ANSB la semaine dernière. C'est la poésie qui a embarqué tout ça. Voilà. Est-ce que vous voulez donner vos expériences autres, si elles sont différentes? Sinon, on avance un tout petit peu. Vas-y. Prends le micro. Non, peut-être juste sur ces questions de finances et de collectif. Une des choses qui se passe, mais qui est un classique, c'est quand même la constitution de collectifs pour créer, par exemple, un fanzine. Et alors on sait que c'est souvent dans les premières années. Mais ça arrive et on l'observe chaque année. Et c'est un peu la magie du dessin, c'est qu'on peut s'auto-saisir de ce type de support. Ça coûte vraiment rien, ça se diffuse. On peut ensemble réfléchir à comment est-ce qu'on présente ou édite ce qu'on fait collectivement. Et ça, c'est aussi une manière quelque part de s'autonomiser.
Oui, de notre côté, on a donc cette chaire qui s'est mise en place donc à partir de septembre 2023, qui nous accompagne sur 3 ans minimum et qui permet notamment de faire un voyage d'études qu'on ne faisait plus à l'école depuis des années. Donc il faut quand même emmener près de 80 personnes. Donc c'était un voyage, comment dire, d'accueil des étudiants et qui nous a permis de découvrir aussi le dessin de différentes manières. Et donc cette année, c'était dessiner ses pensées, et on est allé donc dans des territoires qui ont été un peu ravagés, notamment donc le nord de la France, les terrils-meuniers, voilà. Et donc en fait, tout en revenant par le FRAC Amiens pour découvrir les collections. Très bien, il y a Pascal Neveu qui est là, il va être content. Oui, on a été très très bien accueillis au FRAC, ils étaient ravis de découvrir les collections, les réserves. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un moment fort et que l'école n'était pas forcément en mesure de faire auparavant. Et puis surtout, il y a un système de bourses et de bourses au mérite et de bourses de production qui est financé aussi par la chaire. Dernière petite facette que je voulais qu'on aborde avant les questions, parce que le temps tourne, parler un petit peu de l'international. Qu'est-ce que vous offrez à vos étudiants, ou qu'est-ce qui va leur permettre de rayonner à l'extérieur, d'aller plus loin, et comment peuvent-ils venir même chez vous aussi? Vas-y. Alors, pour venir chez nous, honnêtement, je sais qu'on en avait discuté. C'est un peu difficile pour l'instant parce que nous sommes quand même en train encore d'essayer de comprendre comment gérer Brexit au niveau universitaire. Ça a beaucoup compliqué tous les échanges internationaux, que ce soit dans l'enseignement ou pour que les étudiants viennent chez nous, et le prix des études, etc. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout encore clair exactement de l'impact, à part que nous avons déjà vu qu'il y a beaucoup moins d'étudiants européens. Donc c'est un impact direct, immédiat. Mais les emmenez-vous sur le continent? Pas pour l'instant. Tout est assez compliqué. Donc je pense que ça va revenir. Et je sais que déjà les échanges Erasmus, ils ont déjà trouvé une manière de continuer ils ont trouvé des manières de continuer ces liens. Et je suis très confiante qu'on va revenir à ça, parce que le milieu de l'enseignement universitaire, c'est fait dans l'échange. Ça ne peut pas être autrement. Donc je pense qu'on va y revenir. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais. Les Suisses viennent en Europe? Oui, alors ils y arrivent, c'est fou, mais non, on a énormément d'écoles partenaires avec lesquelles on a des accords bilatéraux qui permettent ces échanges, soit sur un semestre, soit sur une année. Et ce que je remarque, c'est que c'est non seulement important, voilà, pour une expérience culturelle, de se déplacer, de se décentrer, mais c'est aussi des méthodologies d'enseignement qui sont très différentes et qui font du bien aux personnes qui bougent, qui ensuite reviennent avec voilà, peut-être d'autres feedbacks sur leur travail, et qui comme ça, c'est un coup d'accélérateur qui en général est très très positif. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps et qu'on a abordé un tout petit peu l'ensemble des facettes qu'on voulait aborder, moi de mon côté, je vous propose de continuer avec vous si vous avez des questions. Alors, je sais que la première question, c'est toujours la plus dure à faire sortir dans une salle. Est-ce que quelqu'un se lance ? Voilà. Merci, monsieur. Merci, madame. C'est à moi ou je prends vous avez la le micro, place donc... devant le monsieur qui est avant moi. Merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, j'ai une question concernant la matérialité. Et je voudrais savoir si vous intégrez dans votre enseignement, justement, on disait le papier, c'est pas cher, mais ça dépend. Est-ce qu'il y a justement un enseignement concernant et les pratiques du dessin historique, on va dire, et ou des questions relatives à la nature du papier, à la nature des matériaux, etc.
Pardon. C'est intéressant que vous évoquiez cela parce que justement avec l'École des Arts Décoratifs, donc on va mettre en place un partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts de Naples et réfléchir pour l'année prochaine à la thématique des ruines. Et notamment, on a un professeur qui s'appelle Giuseppe Cacavale qui a un studio qui s'appelle La Poétique des Espaces et qui développe tout un travail de fresques. Et donc, avec lui, grâce à lui, justement, on pense vraiment le dessin comme étant quelque chose de situé et qui est travaillé avec les matériaux trouvés à Saint-Vincent-sur-Gartempe, par exemple. Quel type de matériaux vont être intégrés dans la fresque. Et donc, voilà, c'est aussi des préoccupations que nous avons. Alexandra, même à l'écran, je les ai mis exprès, tu as même des matériaux quand même assez bizarres, comme la limaille de fer avec d'Aubane. Oui. Peut-être que tu peux commenter d'ailleurs ces différents supports. Ça, c'est pas vraiment lié, on va dire, à la chaire. C'est un invité de notre chaire, puisque donc en fait, moi, j'esquisse le programme à l'année, et donc cette chaire permet d'avoir différents intervenants pour qui le dessin peut être aussi une vraie colonne vertébrale, parce qu'on a eu Jean-Luc Vernat également, on a Nicolas d'Aubane qui, pour moi, c'était intéressant d'avoir un dessin qui puisse aussi produire plusieurs échappées et donc avoir des personnalités comme lui qui puissent intervenir dans des milieux carcéraux notamment. Donc je voulais aussi que les étudiants soient en phase avec différentes personnalités pour qui le dessin est vraiment très important. Donc c'est vrai que cette chaire, elle permet aussi des invitations multiples. On a eu Marc Donadieu aussi, qui a été présent en Suisse, et puis aussi à Villeneuve-d'Ascq, et parler de son point de vue aussi du dessin. Donc voilà, c'est assez divers. Et là, les photos que vous voyez, c'était aussi un autre pan qui est important pour cette chaire, c'est le soutien du programme La Renverse, donc avec ce public entre guillemets dit éloigné, qui donc suit une formation pendant quelques mois. Et donc nous, on met en place un workshop de 15 jours avec eux, qui a donné lieu à une exposition au magasin Généraux. Et donc Hermès leur a ouvert le musée Émile Hermès, la collection qu'on connaît peu, qui est très privée. Et puis aussi, il y a eu toute une rencontre donc plus professionnalisante du studio dessin avec Octave Marsal. Voilà. Et donc vous avez ici une accroche du mur. Voilà, et ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, il est assez aisé aussi de présenter du dessin, que c'est une forme d'ailleurs qu'on va refaire avec la aide au Festival du dessin de Arles prochainement. Monsieur, peut-être poser votre question. Peut-être je peux juste effectivement, le papier peut être cher ou pas cher. Mais après aussi, dans le cadre d'un cours, quand il s'agit d'exercices, qu'est-ce qu'on fait une fois que les dessins ont été réalisés? Donc, nous, il y a la question du recyclage aussi qui commence à émerger de façon très sérieuse. Et c'est une question sans réponse unique. Comme je disais tout à l'heure, les ateliers à Paris peuvent être quand même assez localisables et la tentation de travailler avec les uns les autres est réelle. Donc là, nous, on va travailler avec Emmanuel Huynh et les danseurs pour voir comment peut-être le papier ou le dessin, en étant réemployé, peut faire le lien ou la passerelle entre un groupe et un autre groupe. Et voilà. Mais la question de l'éco-responsabilité, ou de la responsabilité environnementale, pourrait être posée. C'est pas le lieu, mais peut-être qu'un jour il faudra la poser. Moi, j'ai animé une table ronde il y a quelque temps autour de la photographie,
Et je n'avais pas pensé à ça. Il y a des produits qui sont utilisés, des révélateurs, etc., qui sont très nocifs. Et on se posait la question de est-ce qu'il y avait des choses qui étaient... qu'on pouvait améliorer pour transformer ça et éviter d'utiliser ces produits chimiques dangereux. Voilà, donc, nous on a de vraies questions par rapport au recyclage, à la matériothèque, parce que, encore une fois, ça a un coût et écologique également. Donc, on est quand même dans une école où les choses ne sont pas censées être figées. Voilà, tout ça, c'est de l'expérimentation. Donc, c'est bien de construire, déconstruire et de voir comment les choses... Monsieur, finalement. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous amener un peu plus sur la question des outils, puisqu'on a parlé effectivement du papier, on a parlé du crayon du fusain. Mais est-ce que vous approchez d'autres domaines qui font aussi partie du même registre, comme par exemple la gravure ou la litho? Est-ce que vos élèves sont intéressés par ces sujets-là? Parce que c'est une vision à l'envers, on est négatif, positif, il y a des choses intéressantes aussi dans ces univers-là. Comment vous les abordez? Donc la réponse est oui. Nous, ce qu'on a fait donc maintenant depuis plusieurs années, c'est qu'on organise des cours de dessin dans les autres départements. Donc on appelle ça, nous, des départements techniques. Donc par exemple, en département de gravure, département céramique, aussi faïencerie, plein de différents départements. Et en fait, on emmène les élèves dessiner dans ces départements et expérimenter avec différentes surfaces pour penser au dessin de manière plus vaste. Et justement, parce qu'il y a beaucoup de parallèles, en termes de faire des marques, en fait, les supports il y a tellement de choix. Donc, c'est notre approche à nous, c'est de pouvoir comme ça collaborer avec les autres départements techniques. Et à Genève, nous avons aussi des ateliers techniques assez importants, dont ce qu'on appelle un pool impression-édition qui accueille effectivement tous les étudiants et étudiantes à un moment ou à un autre de leur cursus. Et dans cet atelier, alors on n'a pas la lithographie malheureusement, mais ils expérimentent différentes techniques de l'estampe, de la sérigraphie, et ils font ce qu'on appelle de la micro-édition, qui est aussi très formatrice. Nous avons le temps pour une dernière question du public. Il y a des exemples à donner peut-être de gens qui sont dans la salle, non? Tu m'avais parlé peut-être de quelqu'un qui viendrait de Tenerife, non? Qui voulait peut-être... Malheureusement, ne sont pas francophones. Ils ne sont pas venus. Donc, d'autres questions? Sinon... Et moi, sinon, j'ai une dernière question. Oui, c'est ce que j'allais proposer à nos deux artistes. La difficulté qu'il y a d'être artiste et enseignant en même temps. Ça doit être quand même bigrement difficile de ne pas en faire des... de faire voilà, des petits loots. Je n'arrivais pas à trouver l'expression. J'allais dire des sous-loots, mais ça n'allait pas. Très joli. Je voulais rebondir sur la question de monsieur. La gravure. La gravure. Alors, une école, c'est vraiment un lieu de rencontre. Donc, c'est des humains. Et ça rejoint un peu ta question. C'est-à-dire qu'à Marseille, moi, j'ai beaucoup travaillé avec le pôle édition, mais parce que la configuration de l'école, parce que les profs sont pas là, sont là à certains jours, et on croise des gens. Enfin, ça dépend des emplois du temps. Pardon. Voilà, donc si je travaille aussi avec Emmanuelle Huynh, c'est parce qu'elle est là. Donc ça, une école, c'est quelque chose qui évolue et qui fait évoluer aussi son rapport au dessin, à l'outil, au support. Et moi, en tant qu'artiste, je découvre vraiment ce statut de chef d'orchestre que, évidemment, je ne connais pas dans l'atelier. C'est-à-dire que cet état de solitude, d'intimité, je le fais physiquement. Il est comme ça dans l'atelier, mais dans non, c'est très sportif, c'est très agréable. Et de voir comment les individus ou les façons d'approcher l'outil et le support peuvent s'emboîter pour s'enrichir et se compléter et s'ouvrir les espaces, c'est assez formidable. Voilà. Est-ce qu'en Angleterre, il y a beaucoup de sous-merciers ?
Non, parce que, enfin, j'espère pas pour eux. Mais en fait, comme mon rôle est vraiment de soutenir les élèves de manière plutôt technique. Bon, après, séparer le conceptuel du technique, c'est très compliqué, voire impossible. Mais théoriquement, je les supporte plus dans la technique. Donc, ils viennent vers moi avec des idées que je les aide à réaliser, tout en les encourageant à se poser les bonnes questions en route. Mais c'est vraiment... donc, être artiste, je pense, c'est vraiment une richesse pour mon enseignement, en partie parce que les élèves aussi sont souvent plus prêts à écouter ou ont beaucoup de questions sur le dessin, mais aussi tout ce qui va autour. Donc, je pense, je reviens à votre question, par exemple, beaucoup de questions sur la pratique d'être un artiste qui dessine. Donc, les supports, mais l'encadrement, les transports, les conditions de comment présenter, comment transporter le papier. Et dans ce contexte-là, être artiste, c'est une vraie richesse et les étudiants sont très réceptifs parce que c'est du vécu qu'on peut partager. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes les quatre. Formidable, vous avez pris la parole chacune. J'espère que vous avez pu vous exprimer à peu près complètement, même si on a envie maintenant d'aller encore plus loin. Merci pour vos quelques questions et passez encore une bonne foire. Et puis il y a la suite encore de ces événements ici dans ce symposium. Merci les organisateurs. Merci à vous.